Et si, derrière les façades paisibles, se cachait un secret insupportable? Si la jalousie pouvait devenir une arme mortelle? Peut-on vraiment connaître ses voisins? Ou sommes-nous tous des étrangers dans nos propres vies? Comment un homme peut-il planifier le pire jusqu'à effacer une famille entière? Et surtout, pourquoi personne n'a rien vu venir? Le 11 avril 2003, dans le décor paisible du Grand Bornand, un petit village alpin prisé des vacanciers, une famille entière disparaît. Xavier Flactif, sa compagne Graziella et leurs 3 enfants, Sarah, Loïc et Bastien, ne donnent plus aucun signe de vie. Aucune alerte, aucun message. Le chalet est intact, la voiture est là, les téléphones aussi, mais eux, plus rien. Ce qui ressemble au départ volontaire d'une famille devient rapidement une scène de disparition inquiétante. Et ce que les enquêteurs vont découvrir dans les semaines qui suivent dépasse de loin tout ce qu'ils pouvaient imaginer. L'affaire Flactif, c'est une tragédie moderne où la jalousie, la rancune et le sentiment d'injustice se transforment en un meurtre planifié, glacial et terriblement destructeur. Xavier Flactif, 41 ans, est promoteur immobilier. Il s'est installé au Grand Bornand avec sa compagne Graziella Ortolano et leurs 3 enfants. Il est connu pour son activité florissante, la construction de chalets haut de gamme dans cette région très touristique. Sa réussite, bien que modeste à l'échelle nationale, attire l'attention, et parfois la jalousie. La famille Flactif vit dans un chalet confortable, moderne, bien situé. Il ne passe pas inaperçu dans ce village montagnard où la majorité des habitants mènent une vie plus discrète. Mais, selon les proches, ils ne cherchent pas à provoquer. Le couple est sociable, les enfants sont bien intégrés. Rien ne laisse présager qu'un drame approche. Le vendredi 11 avril 2003, rien ne semble anormal au début. Mais à partir de 8h30, plusieurs détails commencent à intriguer. Les enfants ne sont pas à l'école. Xavier ne se rend pas à un rendez-vous professionnel qu'il avait ce matin-là. Et surtout, son téléphone reste silencieux. Le soir, son fils aîné, issu d'une précédente union, arrive pour passer le week-end. Mais personne ne vient le chercher à la gare, ce qui n'arrive jamais. Il se rend seul jusqu'au chalet familial. Il trouve les lieux fermés, calmes et vides. Toutes les portes étaient fermées, donc j'ai essayé de frapper, mais il n'y avait personne. Il appelle alors la gendarmerie et une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Dès le lendemain, les recherches s'intensifient. Aucune trace de départ volontaire, pas de bagages et pas de mouvement bancaire. Les téléphones ne bornent nulle part, et le chalet est resté fermé à clé de l'extérieur, comme si la famille était partie ensemble, mais sans rien. Les gendarmes inspectent la maison, mais ne trouvent aucun signe de lutte. Rien ne laisse penser à une intrusion violente. Quelques jours plus tard, les enquêteurs utilisent du Blue Star, un produit chimique qui révèle la présence de sang. Sous la lumière bleue, les premières révélations apparaissent. De nombreuses traces invisibles à l'œil nu sont détectées dans plusieurs pièces du chalet. Les analyses confirment qu'il s'agit du sang de plusieurs membres de la famille. À ce stade, il ne s'agit plus d'une disparition, mais d'un meurtre multiple. À quelques dizaines de mètres du chalet Flactif vit David Otia, un homme dans la trentaine, discret, souvent isolé. Ses voisins le décrivent comme un homme réservé, parfois taciturne. Il travaille dans le bâtiment, mais ses revenus sont modestes. Il vit seul, dans un chalet un peu en retrait, à l'écart du village. Dans ce petit monde montagnard, il n'est pas un personnage très connu. Il est perçu comme un homme qui ne cherche pas à se faire remarquer, un voisin parmi tant d'autres. Le matin du 11 avril, David Otia est aperçu par plusieurs témoins. Vers 8h55, un voisin rapporte l'avoir vu s'approcher du chalet Flactif. Il ne porte pas d'équipement de travail ni d'outils apparents. Il frappe doucement à la porte, pas de réponse. Il s'attarde quelques instants. Puis il repart, sans explication. Cette attitude, étrange et décalée, ne paraît pas suspecte sur le moment. Mais les enquêteurs noteront cette visite ainsi que son comportement calme, presque trop contrôlé. Au fil de l'enquête, les gendarmes fouillent alors son chalet. Ils examinent les bottes de David Otia. Un résidu sombre est détecté sur le talon droit, un mélange d'essence et de terre. Ce détail minuscule passera au microscope. Les analyses ADN révéleront que ce résidu correspond aux indices retrouvés sur la scène du crime. Petit à petit, le voile se lève sur une vérité terrifiante. Peu à peu, le portrait de David Otia se précise. Un homme rongé par la rancune, nourrissant une jalousie profonde à l'égard de Xavier Flactif. Les voisins racontent des disputes anciennes, des conflits liés à des affaires professionnelles et des rivalités personnelles, des mots durs échangés, des regards froids, un climat tendu qui s'était installé entre les deux hommes. Mais rien ne laissait imaginer que cette tension allait basculer dans l'horreur. Vendredi 11 avril 2003,
Il est un peu plus de 8 heures du matin. Au Grand Bornand, la journée commence comme toutes les autres. Dans le chalet de Xavier Flactif, la vie suit son cours. Graziella est déjà levée. Elle prépare le petit déjeuner. Les enfants s'habillent à l'étage. Sarah, 10 ans, Loïc, 9 ans et Bastien, 6 ans. Rien ne laisse présager que ce sera leur dernière matinée. À quelques mètres de là, un homme avance. David Ottia. Il connaît les lieux. Il connaît la famille. Il sait que ce matin, Xavier ne sera pas encore rentré. Il frappe à la porte. Graziella vient ouvrir, surprise de le voir si tôt. Ils échangent quelques mots, le ton est calme. Puis, sans un cri, sans un mot de trop, il la frappe, d'un coup sec, au visage. Puis un second. Elle s'effondre. Un bruit sourd a attiré l'attention à l'étage. Les enfants descendent, l'un après l'autre. Sarah, la première. Elle voit sa mère au sol. Et elle hurle. Ottia se jette sur elle. Un geste brutal, sans pitié. Il l'étouffe avec violence. Loïc arrive en courant. Il est saisi par la peur, il tente de fuir, mais David le rattrape. Le tournevis s'enfonce, encore. Un acte rapide, méthodique, animal. Puis Bastien, 6 ans, le dernier. Il pleure, il tremble. Et David Ottia ne recule pas. Il les tue tous, un à un, avec une froideur effrayante, sans hésitation, sans pitié. Quelques minutes plus tard, Xavier entre. Il avait un rendez-vous ce matin-là, mais il a oublié des documents au chalet. Il ouvre la porte, et le cauchemar est là. Il voit Graziella, les enfants, le sang, et il comprend. Trop tard. David l'attendait. Il se jette sur lui. Une lutte s'engage. Mais Xavier est désarmé. Pris de panique, Ottia le frappe. Poing, outil, n'importe quoi, jusqu'à ce qu'il s'effondre. 5 corps. Il les cherche dans son véhicule. Il roule pendant des kilomètres, jusqu'à une zone boisée, isolée. Là, il dépose les corps, les aligne, les arrose d'essence. Il jette une allumette. Le feu consume les corps. La fumée monte lentement dans le ciel gris. Tout s'efface. Le sang, les cris, la vie. David Ottia repart, seul, comme si rien ne s'était passé. Et pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, c'est soit que c'est lui qui est parti, ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont... Et puis que... Je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Ça s'est pas mal passé, quoi. Certains commencent à trouver ses propos un peu trop précis, un peu trop calculés. Quand on l'interroge sur ses déplacements, les jours précédents, il est vague. Parfois contradictoire. Il parle d'une promenade, d'un rendez-vous chez un ami, mais sans détails concrets. Les enquêteurs le rencontrent plusieurs fois, mais pour le grand public, il reste un témoin clé, une victime collatérale de cette tragédie. Au fil des interviews, Ottia s'efforce de montrer une image d'homme dévasté par l'horreur. Il parle peu de lui, beaucoup de la famille Flactif. Il décrit leurs enfants avec tendresse, raconte leurs projets, leurs rêves. Mais derrière ce masque de douleur, un regard furtif, un petit sourire parfois, échappe aux caméras. Ce n'est que plus tard que les contradictions s'accumulent. Les enquêteurs revoient ses témoignages, ses allées et venues. Une photo prise par un voisin, un témoignage anonyme, une incohérence dans son emploi du temps. Et alors, la vérité éclate. Celui qui semblait si anéanti, si proche de la famille, est en réalité le principal suspect. David Ottia est arrêté quelques jours plus tard et ses aveux sont glaçants. Je n'en pouvais plus. Je voyais Xavier réussir là où moi j'échouais. Je me sentis humilié, invisible. Et cette jalousie, cette rancune, ça m'a rongé de l'intérieur. Ce matin-là, je suis allée au chalet. Je voulais lui parler, régler les comptes. Mais la colère a pris le dessus. Je n'ai pas voulu faire ça, pas comme ça. Mais ça a basculé. Je voulais juste leur faire peur, leur faire comprendre. Mais tout a dérapé. C'était trop violent. Je ne peux pas revenir en arrière. Je regrette, oui, mais il est trop tard. David Ottia est reconnu coupable de l'ensemble des meurtres. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté importante. Cette affaire a choqué la France entière. Non seulement pour sa violence, mais parce qu'elle montre que le mal, parfois, se cache juste derrière une porte voisine. Et vous, à quoi seriez-vous prêt si votre vie vous semblait insignifiante face à celle des autres? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouveau dossier.